Dossier délicat, votre émission de faits divers, présentée par Guillaume L'Hôpital. Bonjour à toutes et à tous. Aujourd'hui, nous allons vous raconter une histoire de pouvoir, de trahison, de mensonge et de corruption à la plus haute sphère du gouvernement des États-Unis. Cette histoire commence par un cambriolage apparemment banal, mais elle se termine par la chute d'un président, une crise constitutionnelle sans précédent et une méfiance profonde installée au cœur de la démocratie américaine. Nous parlons bien sûr du scandale du Watergate, une affaire tentaculaire dont les ramifications se font encore sentir aujourd'hui, plus de 50 ans après les faits. Le Watergate, c'est l'histoire d'une présidence obsédée par le contrôle, d'une administration prête à tout pour rester au pouvoir, quitte à violer les lois et à écraser ses opposants politiques. Mais c'est aussi une histoire de courage, de résilience et de transparence. C'est l'histoire de journalistes qui, malgré la pression et les menaces, ont osé révéler la vérité. C'est l'histoire de sénateurs et de juges qui ont fait leur devoir pour protéger les fondements de la démocratie. Cet épisode sera long, complexe et fascinant. Nous vous proposons une immersion totale dans ce scandale qui a bouleversé la politique américaine et a changé à jamais la relation entre le peuple américain et son gouvernement. 1968 est une année charnière dans l'histoire des États-Unis. Le pays traverse l'une des périodes les plus tumultueuses de son histoire récente. La guerre du Vietnam, qui a commencé comme un simple conflit régional, est devenue un bourbier sanglant pour les Américains. Des milliers de soldats reviennent dans des cercueils de zinc et des millions de jeunes gens dans les rues des villes américaines protestent contre ce qu'ils appellent une guerre impérialiste. La société américaine est en pleine ébullition. Les manifestations pour les droits civiques, les émeutes raciales, la montée des mouvements contre-culturels et les assassinats de Martin Luther King Jr. et de Robert Kennedy plongent l'Amérique dans le chaos. C'est un pays divisé où le ressentiment et la peur cohabitent. C'est dans ce climat explosif que Richard Nixon, ancien vice-président sous Dwight Eisenhower, entre en scène. Après plusieurs années passées loin des projecteurs politiques, Nixon revient avec un message fort. Il est l'homme qui ramènera la loi et l'ordre dans un pays au bord de l'effondrement. Il promet de mettre fin à la guerre au Vietnam et de restaurer la grandeur des États-Unis sur la scène mondiale. Sa stratégie électorale est claire. Il se positionne comme le candidat de la majorité silencieuse, ces Américains qui se sentent délaissés par les mouvements de contestation et souhaitent un retour à l'ordre. Nixon remporte l'élection de 1968, mais dès son arrivée au pouvoir, il se heurte à une opposition massive à la fois à l'intérieur et à l'extérieur de son propre camp. Le premier mandat de Nixon est marqué par des tensions continues. Bien que sa politique étrangère, notamment sa doctrine de vietnamisation, c'est-à-dire réduire le rôle direct des troupes américaines dans le conflit vietnamien tout en transférant la responsabilité au sud vietnamien, reçoivent un accueil mitigé. Nixon parvient à négocier une détente avec l'Union soviétique et à ouvrir des relations diplomatiques avec la Chine, ce qui est considéré comme l'un des plus grands coups diplomatiques de son mandat. Cependant, en interne, Nixon est de plus en plus méfiant. Son rapport avec la presse devient hostile, surtout après la publication des Pentagon Papers en 1971. Ce rapport, divulgué par Daniel Ellsberg, met à jour les mensonges du gouvernement américain sur la guerre du Vietnam. Bien que les Pentagon Papers ne concernent pas directement Nixon, leur publication attire sa paranoïa. Il voit dans la presse une menace existentielle, un ennemi qui pourrait détruire sa présidence. En réponse, Nixon met en place une équipe spéciale, surnommée les Plumbers, les plombiers, destinée à empêcher les fuites d'informations. Cette équipe est constituée de membres loyaux dont certains sont d'anciens agents de la CIA et du FBI et leur mission ne se limite pas seulement à prévenir les fuites. Ils sont aussi chargés d'espionner les ennemis politiques de Nixon et de saboter leurs activités. Cette équipe sera le bras armé des machinations politiques qui suivront et elle jouera un rôle central dans le scandale du Watergate.
En vue des élections présidentielles de 1972, l'équipe de Nixon se prépare à une campagne électorale agressive. Nixon et ses conseillers sont déterminés à remporter une victoire écrasante, non seulement pour renforcer sa légitimité, mais aussi pour mettre définitivement fin aux critiques qu'il a dû affronter lors de son premier mandat. Pour cela, ils mettent en place un organisme spécifiquement destiné à cette mission, le CREEP, Committee to Re-elect the President, comité pour la réélection du président. À première vue, le CREEP est un comité de campagne classique, chargé de collecter des fonds, de coordonner les événements électoraux et de mobiliser les partisans de Nixon. Mais très rapidement, le CREEP devient une organisation aux méthodes douteuses. Son objectif principal est d'assurer une victoire totale à Nixon, et cela par tous les moyens possibles, légaux ou non. Sous la direction de John Mitchell, ancien procureur général et fidèle allié de Nixon, le CREEP engage des fonds massifs pour financer des actions clandestines destinées à espionner, déstabiliser et discréditer les adversaires politiques de Nixon. Ces activités comprennent des écoutes téléphoniques illégales, des cambriolages, des infiltrations dans les organisations politiques adverses et même la création de fausses rumeurs pour salir la réputation des candidats démocrates. Parmi leurs cibles, Edmund Muskie, l'un des favoris pour l'investiture démocrate, que le CREEP tente de discréditer en diffusant de fausses lettres racistes prétendument écrites par Muskie. L'opération fonctionne et Muskie se retire de la course présidentielle. Mais le CREEP ne s'arrête pas là. Il décide d'aller plus loin en visant directement le Comité national démocrate. Et c'est ainsi qu'il planifie le cambriolage du siège du Parti démocrate situé dans le complexe du Watergate à Washington, D.C. La nuit du 12 juin 1972, un événement va déclencher l'un des plus grands scandales politiques de l'histoire moderne. Il est 2h30 du matin à Washington, D.C. Frank Wills, agent de sécurité du complexe du Watergate, effectue sa ronde habituelle. Il remarque quelque chose de suspect. Du ruban adhésif a été placé sur les serrures des portes de secours du bâtiment, empêchant ces portes de se verrouiller correctement. Intrigué, il retire le ruban et continue sa ronde. Mais une heure plus tard, lorsqu'il repasse par les mêmes portes, il constate que le ruban a été remis en place. Inquiet, Wills décide de prévenir la police. Ce qui semble être un simple cambriolage va rapidement se transformer en une affaire d'État. Lorsque la police arrive, elle découvre 5 hommes dans les bureaux du Comité national démocrate en train de poser des micros et d'installer du matériel d'écoute. Ils sont arrêtés en flagrant délit avec sur eux des appareils photo, des radios, des talkie-walkie et des outils pour forcer les portes. Mais rapidement, les enquêteurs se rendent compte qu'ils ne sont pas face à des cambrioleurs ordinaires. Parmi les 5 hommes arrêtés se trouve James McCord, un ancien agent de la CIA, aujourd'hui responsable de la sécurité au CREEP. Les autorités découvrent aussi que l'opération visait à espionner les démocrates, notamment pour surveiller leur stratégie de campagne. Le lien avec le CREEP et indirectement avec la Maison-Blanche est désormais établi. L'arrestation des cambrioleurs aurait pu rester un simple fait divers, un cambriolage parmi tant d'autres dans une grande ville américaine. Mais lorsque les journalistes et les enquêteurs commencent à gratter la surface, ils découvrent des liens inquiétants avec le comité de réélection du président et donc potentiellement avec Nixon lui-même. Au début, la Maison-Blanche nie toute implication. Ron Ziegler, porte-parole de la présidence, minimise l'importance de l'événement et qualifie l'affaire de vol de troisième ordre. Nixon lui-même, interrogé lors d'une conférence de presse, rejette toute connexion entre les cambrioleurs et son administration. Mais en coulisses, l'administration Nixon s'agite. Nixon et ses conseillers savent que l'affaire pourrait avoir des répercussions dévastatrices si elle venait à éclater au grand jour. Ils élaborent alors une stratégie de dissimulation. Ils vont tout faire pour bloquer l'enquête, étouffer l'affaire et empêcher que des preuves compromettantes ne soient découvertes. Nixon ordonne à ses plus proches collaborateurs, dont H.R. Haldeman et John Ehrlichman, d'organiser une opération visant à couvrir l'implication de la Maison-Blanche.
Ils discutent notamment de l'utilisation de fonds secrets pour acheter le silence des cambrioleurs et de la manière de dissuader le FBI de poursuivre l'enquête. Cependant, ces premières tentatives de dissimulation ne font qu'accélérer la machine à scandale. Tandis que la Maison-Blanche tente de minimiser l'affaire, de jeunes journalistes du Washington Post, Bob Woodward et Carl Bernstein, se mettent à enquêter sur ce qui semble n'être qu'au départ un simple cambriolage mal ficelé. Ce qu'ils découvrent va bouleverser les fondations du pouvoir politique américain. Woodward et Bernstein sont loin d'être des vétérans du journalisme d'investigation. Pourtant, leur curiosité et leur persévérance vont leur permettre de découvrir une véritable conspiration au sein de l'administration Nixon. Dès les premières semaines, ils révèlent que les 5 cambrioleurs ont des liens directs avec le CREEP et que de hauts responsables du comité de réélection sont impliqués. Il découvre également que de l'argent provenant des fonds de la campagne présidentielle de Nixon a été utilisé pour financer l'opération d'espionnage du Watergate. Mais ce qui va faire basculer leur enquête, c'est la rencontre avec un informateur mystérieux surnommé Deep Throat. Deep Throat est un personnage central dans l'enquête de Woodward et Bernstein. Pendant des mois, il les guide à travers les méandres du scandale, confirmant des informations clés et les dirigeant vers des preuves cruciales. Son mantra, simple mais efficace, est « Follow the money », suivez l'argent. C'est grâce à cette directive que les journalistes vont mettre à jour les flux financiers illégaux utilisés pour financer les opérations clandestines du CREEP. L'identité de Deep Throat restera l'un des plus grands mystères du Watergate pendant plus de 3 décennies. Ce n'est qu'en 2005 que l'on apprendra qu'il s'agissait en réalité de Mark Felt, le numéro 2 du FBI à l'époque des faits. Felt, frustré par la manière dont la Maison-Blanche manipulait l'enquête et tentait d'étouffer l'affaire, avait décidé d'agir en sous-main pour aider les journalistes à faire éclater la vérité. Woodward et Bernstein, grâce à leur enquête minutieuse, publient une série d'articles qui attirent l'attention nationale. Ils révèlent que le cambriolage du Watergate n'était que la pointe de l'iceberg d'une vaste opération illégale de surveillance politique et d'espionnage orchestrée par des membres proches de Nixon. Peu à peu, les preuves s'accumulent et l'implication de la Maison-Blanche devient de plus en plus difficile à nier. Devant l'ampleur des révélations, le Sénat américain décide d'ouvrir une enquête officielle. En janvier 1973, une commission spéciale dirigée par le sénateur démocrate Sam Ervin est créée pour examiner les allégations entourant le Watergate. Les auditions commencent en mai 1973 et elles sont diffusées à la télévision nationale, captant l'attention de millions d'Américains. Pendant des mois, le public suit avec fascination les témoignages de ceux qui ont été directement impliqués dans l'affaire. Les acteurs clés du scandale, contraints de témoigner sous serment, commencent à révéler des détails troublants. L'un des moments les plus marquants survient lorsque John Dean, l'ancien conseiller juridique de la Maison-Blanche, témoigne. Dean accuse directement Nixon d'avoir orchestré une vaste opération de dissimulation pour empêcher la vérité d'éclater. Il déclare que Nixon était pleinement conscient de l'effraction et qu'il avait personnellement supervisé les efforts pour étouffer l'affaire. Dean décrit des réunions secrètes dans le bureau ovale au cours desquelles Nixon et ses conseillers ont élaboré des plans pour bloquer l'enquête du FBI et pour s'assurer que les cambrioleurs restent silencieux en échange de pots de vin. Ce témoignage est un choc pour le pays, mais pour certains sénateurs, cela ne suffit pas encore pour prouver définitivement la culpabilité de Nixon. Ils ont besoin de preuves concrètes, et ces preuves vont bientôt émerger sous la forme d'enregistrements secrets. Le 16 juillet 1973, un événement bouleverse l'enquête du Sénat. Lors de son témoignage, Alexander Butterfield, un ancien assistant de Nixon, révèle qu'un système d'enregistrement secret a été installé dans le bureau ovale. Ce système, en place depuis 1971, enregistre automatiquement toutes les conversations du président avec ses conseillers.
c'est une révélation stupéfiante. Les enregistrements pourraient contenir des preuves irréfutables de l'implication de Nixon dans la dissimulation du Watergate. Les sénateurs et le procureur spécial Archibald Cox exigent immédiatement la remise de ces bandes. Mais Nixon refuse de les livrer, invoquant le privilège exécutif qui, selon lui, protège la confidentialité des conversations présidentielles. Une bataille juridique s'engage alors entre la Maison-Blanche et le Congrès. Pendant des mois, Nixon et ses avocats tentent de bloquer la divulgation des enregistrements, mais la pression publique continue de monter. Le conflit atteint son paroxysme en octobre 1973 lorsque Nixon ordonne à son ministre de la Justice de renvoyer Archibald Cox. Cet événement, connu sous le nom de massacre du samedi soir, déclenche une crise constitutionnelle majeure. Elliot Richardson, le ministre de la Justice, refuse de suivre l'ordre de Nixon et démissionne en signe de protestation. Son adjoint, William Ruckelshaus, fait de même. Finalement, c'est Robert Bork, le troisième en ligne, qui exécute l'ordre et renvoie Cox. Cette tentative désespérée d'entraver l'enquête ne fait qu'aggraver la situation pour Nixon. La pression publique devient insoutenable et en juillet 1974, la Cour suprême des États-Unis ordonne à Nixon de livrer les bandes. Lorsque les bandes sont enfin rendues publiques, leur contenu est accablant. Sur les enregistrements, Nixon discute ouvertement de la manière dont il doit dissimuler l'effraction du Watergate, comment il peut utiliser la CIA pour bloquer l'enquête du FBI et comment il peut détourner des fonds pour acheter le silence des cambrioleurs. Ces conversations ont lieu quelques jours à peine après l'effraction, prouvant que Nixon était directement impliqué dans l'opération de dissimulation. L'une des bandes, désormais connue sous le nom de Smoking Gun, le pistolet fumant, contient la preuve irréfutable que Nixon a orchestré une entrave à la justice. Cette révélation scelle le sort du président. Le Congrès, à majorité démocrate, lance une procédure de destitution, impeachment, contre Nixon. Les chefs d'accusation incluent obstruction à la justice, abus de pouvoir et parjure. Pour la première fois dans l'histoire des États-Unis, un président est sur le point d'être destitué. Conscient qu'il ne peut plus éviter la chute, Nixon annonce sa démission dans un discours télévisé le 8 août 1974. Le lendemain, il quitte la Maison-Blanche, devenant ainsi le premier président américain à démissionner. Il monte à bord de l'hélicoptère présidentiel, laissant derrière lui un pays divisé et une présidence marquée par le scandale. Le Watergate laisse des cicatrices profondes dans le paysage politique américain. La confiance du peuple envers ses institutions est gravement ébranlée. Pour la première fois, le public réalise que même le président des États-Unis n'est pas à l'abri des abus de pouvoir. En réponse au scandale, le Congrès adopte une série de réformes pour limiter les pouvoirs de l'exécutif et renforcer la transparence. Le Federal Election Campaign Act est révisé pour mieux encadrer le financement des campagnes électorales. De nouvelles lois sont également mises en place pour protéger les lanceurs d'alerte et garantir que les agences gouvernementales ne puissent plus être utilisées à des fins politiques. Le rôle central de la presse dans les révélations de l'affaire Watergate marque également un tournant dans la perception du journalisme aux États-Unis. L'enquête de Woodward et Bernstein est célébrée comme un exemple de la force du journalisme d'investigation. Leur persévérance, malgré les pressions et les menaces, montre l'importance d'une presse libre et indépendante pour maintenir une démocratie saine. Le Watergate devient également un point de référence dans la culture politique mondiale. À partir de ce moment, le suffixe « gate » est ajouté à presque tous les scandales politiques majeurs, que ce soit aux États-Unis ou ailleurs. De l'Iran Gate au Russia Gate, tous sont comparés au scandale originel qui a bouleversé l'Amérique. Plus de 50 ans après les événements, le Watergate reste un symbole puissant des dangers d'un pouvoir
pouvoir sans surveillance. Il est un rappel constant que même les dirigeants les plus puissants doivent être tenus responsables de leurs actes. Le scandale a montré que les institutions démocratiques, bien qu'imparfaites, sont capables de résister aux abus de pouvoir lorsqu'elles sont soutenues par une presse libre, un système judiciaire indépendant et des citoyens engagés. Mais le Watergate est aussi une leçon sur la fragilité de la démocratie. Nixon, un homme doté d'un sens politique aigu et de réalisations notables sur la scène internationale, a vu sa présidence détruite par sa propre paranoïa et son obsession du contrôle. Le Watergate est un rappel que la démocratie doit constamment être protégée contre ceux qui cherchent à la pervertir. Le nom de Nixon restera à jamais associé à ce scandale, mais au-delà des personnalités, le Watergate est une mise en garde pour les générations futures sur l'importance de la transparence, de la responsabilité et de la vigilance dans toute société démocratique. Le Watergate n'est pas seulement l'histoire d'une présidence qui s'effondre, mais celle d'un pays qui a su faire face à une crise politique sans précédent en tenant bon sur ses principes démocratiques. Je me suis servi de l'outil internet pour écrire cette chronique, j'espère qu'elle vous aura plu. Excusez-moi pour la voix cassée, tout le monde peut tomber malade. Je vous souhaite une très belle semaine et je vous dis à lundi prochain.